Imaginez un instant que vous êtes debout dans une pièce parfaitement ordinaire. Vous regardez vos mains, vous sentez le sol sous vos pieds. Vous entendez le léger bourdonnement de l'air autour de vous. Tout semble solide, prévisible, réel. Vos mains sont là où vous les avez laissées. Le mur en face de vous ne tremble pas, ne se dédouble pas, ne disparaît pas dans un nuage de probabilité. Le monde est exactement tel que vous l'attendez. Mais voici la question qui devrait vous empêcher de dormir cette nuit. Pourquoi ? Pourquoi le monde est-il si remarquablement normal alors que les lois fondamentales qui le gouvernent sont tout sauf normales ? Pourquoi chaque objet que vous touchez, chaque surface que vous voyez, chaque particule qui compose votre corps, obéit-elle à des règles qui, au niveau le plus profond de la réalité, permettent des choses absolument impossibles dans votre expérience quotidienne? Pourquoi ne voyez-vous jamais, dans votre vie de tous les jours, un électron se comporter comme une onde? Cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, est l'une des plus profondes que la physique ait jamais posée. Et la réponse, quand elle est finalement arrivée, a changé notre compréhension de la réalité d'une manière que très peu de gens, même parmi les scientifiques, comprennent pleinement. Nous allons plonger ensemble dans cette histoire, pas à pas, depuis les premières découvertes qui ont révélé la nature ondulatoire des électrons jusqu'à la percée extraordinaire qui explique pourquoi cette nature ondulatoire reste invisible dans notre monde macroscopique. C'est l'histoire de la décohérence quantique, et elle est bien plus fascinante, plus subtile et plus profonde que vous ne pourriez l'imaginer. Commençons par quelque chose de vertigineux. Chaque atome de votre corps, chaque électron qui orbite autour de chaque noyau dans chaque cellule de votre peau, de vos os, de votre cerveau, est fondamentalement une onde. Pas métaphoriquement, pas poétiquement, mathématiquement, physiquement, expérimentalement, un électron est une onde. Il possède une longueur d'onde, une fréquence, il peut interférer avec lui-même. Il peut passer par deux chemins simultanément. Il peut être en plusieurs endroits à la fois. Cela a été prouvé, reprouvé, confirmé par des milliers d'expériences depuis près d'un siècle. Et pourtant, quand vous regardez votre main, vous ne voyez rien de tout cela. Vos électrons ne créent pas de motifs d'interférence sur les murs. Votre corps ne se diffracte pas en passant par une porte. Vous ne vous retrouvez jamais dans deux endroits à la fois. Pourquoi ? Voici un fait qui devrait vous arrêter net. Un seul électron, quand on le tire à travers deux fentes minuscules dans un laboratoire, produit un motif d'interférence. Il interfère avec lui-même. Cela signifie que, d'une certaine manière, cet unique électron est passé par les deux fentes en même temps. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une interprétation philosophique. C'est un résultat expérimental, mesuré, photographié, répété des millions de fois. Et voici un autre fait tout aussi stupéfiant. Si vous essayez de regarder par quelle fente l'électron passe, le motif d'interférence disparaît. L'acte même d'observer détruit le comportement ondulatoire. L'électron se comporte alors comme une particule classique, passant par une fente ou l'autre, mais jamais les deux. Pensez-y un instant, vraiment. Laissez cette idée s'installer dans votre esprit. Un électron laissé seul est une onde qui explore toutes les possibilités. Dès qu'on interagit avec lui, dès qu'on le regarde d'une manière ou d'une autre, il choisit un état définitif. Pendant près d'un siècle, cette observation a été le cœur battant du mystère quantique. Et pendant la majeure partie de ce siècle, les physiciens ont simplement accepté cette bizarrerie sans vraiment l'expliquer. Ils ont dit
c'est comme ça et sont passés à autre chose. Mais certains esprits ne pouvaient pas se contenter de cette réponse. Et ce sont ces esprits qui ont finalement découvert la vérité. Avant de plonger dans cette vérité, construisons ensemble les fondations. Pour comprendre pourquoi la décohérence quantique est si révolutionnaire, vous devez d'abord comprendre ce qu'est une onde, ce qu'est un électron en tant qu'onde, et pourquoi l'idée même que des particules de matière puissent être des ondes a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Commençons par les ondes les plus familières. Vous êtes au bord d'un lac parfaitement calme. Vous prenez une pierre et vous la jetez dans l'eau. Que se passe-t-il? Des cercles concentriques se forment à la surface, s'élargissant progressivement. Ce sont des ondes. Elles ont des propriétés bien définies, une longueur d'onde, qui est la distance entre deux crêtes successives, une fréquence qui est le nombre de crêtes qui passent un point donné par seconde, une amplitude qui est la hauteur de la crête par rapport à la surface calme. Ces propriétés ne sont pas juste des nombres abstraits. Elles déterminent tout ce que l'onde fait. La longueur d'onde détermine sa taille spatiale. La fréquence détermine son énergie. L'amplitude détermine son intensité. Mais les ondes font quelque chose de particulièrement intéressant quand elles se rencontrent. Imaginez que vous jetez deux pierres dans le lac en même temps, à deux endroits différents. Deux séries de cercles concentriques se forment et commencent à se chevaucher. Aux endroits où une crête rencontre une crête, les ondes s'additionnent et la surface s'élève plus haut. C'est l'interférence constructive. Aux endroits où une crête rencontre un creux, les ondes s'annulent et la surface reste plate. C'est l'interférence destructive. Le motif résultant, un réseau complexe de points hauts et de points calmes, s'appelle un motif d'interférence. Et ce motif est la signature fondamentale, irréfutable, indiscutable, du comportement ondulatoire. Partout où vous voyez un motif d'interférence, vous savez qu'il y a des ondes en jeu. Les ondes sonores font la même chose. Quand deux enceintes diffusent le même son, il y a des endroits dans la pièce où le son est plus fort que prévu et des endroits où il est étrangement silencieux. Les ondes lumineuses aussi. Thomas Young l'a démontré en 1801 dans ce qu'on appelle maintenant l'expérience de la double fente. Il a fait passer la lumière à travers deux fentes étroites et a observé un motif de bandes brillantes et sombres alternées sur un écran derrière. Interférence constructive là où les ondes lumineuses des deux fentes arrivent en phase. Interférence destructive là où elles arrivent en opposition de phase. Cette expérience a prouvé que la lumière est une onde, mettant fin à un débat qui durait depuis des siècles entre la théorie corpusculaire de Newton et la théorie ondulatoire de Huygens. Mais ce n'était que le début. L'histoire de la physique est pleine de retournements de situation. Et le plus grand retournement concernant la nature de la lumière et de la matière était encore à venir. Accrochez-vous, car c'est ici que le monde que vous connaissez commence à s'effondrer. À la fin du XIXe siècle, la physique semblait presque terminée. Les lois de Newton décrivaient le mouvement des objets avec une précision extraordinaire. Les équations de Maxwell unifiaient l'électricité, le magnétisme et la lumière en un seul cadre élégant. La thermodynamique et la mécanique statistique expliquaient la chaleur et le comportement des gaz. Lord Kelvin, l'un des physiciens les plus éminents de l'époque, aurait déclaré que la physique était essentiellement complète, qu'il ne restait que quelques petits nuages à l'horizon. Ces petits nuages allaient déclencher la plus grande révolution scientifique de l'histoire humaine.
Le premier problème était le rayonnement du corps noir. Un corps noir est un objet idéalisé qui absorbe toute la lumière qui le frappe et réémet de l'énergie sous forme de rayonnement thermique. La physique classique prédisait que ce rayonnement devrait devenir infiniment intense aux courtes longueurs d'onde, un résultat absurde qu'on appelait la catastrophe ultraviolette. Évidemment, cela ne se produisait pas dans la réalité. Quelque chose dans la théorie classique était fondamentalement faux. En l'an 1900, Max Planck, un physicien allemand méticuleux et conservateur, a trouvé une solution mathématique au problème du corps noir. Mais pour que sa solution fonctionne, il devait faire une hypothèse radicale. L'énergie n'est pas émise de manière continue, comme un robinet qui coule, mais en petits paquets discrets qu'il a appelés quanta. Chaque quantum d'énergie est proportionnel à la fréquence de la radiation, selon la formule E égale h fois nu, où h est une constante fondamentale nouvellement introduite, maintenant connue sous le nom de constante de Planck. Planck lui-même considérait cette quantification comme un truc mathématique, une astuce de calcul, plutôt qu'une réalité physique profonde. Il avait tort. C'était la première fissure dans l'édifice de la physique classique, et de cette fissure allait émerger un monde entièrement nouveau. 5 ans plus tard, en 1905, un jeune employé du bureau des brevets de Berne, nommé Albert Einstein, a pris l'idée de Planck et l'a poussée beaucoup plus loin. Einstein s'est penché sur l'effet photoélectrique, un phénomène où la lumière frappe une surface métallique et éjecte des électrons. La physique classique prédisait que l'énergie des électrons éjectés devrait dépendre de l'intensité de la lumière. Plus la lumière est brillante, plus les électrons devraient être énergiques. Mais ce n'est pas ce qu'on observait. L'énergie des électrons éjectés dépendait de la fréquence de la lumière, pas de son intensité. Une lumière très faible de haute fréquence éjectait des électrons énergiques. Une lumière très intense de basse fréquence n'éjectait aucun électron du tout. Einstein a proposé une explication révolutionnaire. La lumière n'est pas seulement émise en quanta, elle voyage en quanta. La lumière est composée de particules, qu'on appellera plus tard photons, chacune portant une énergie E égale h fois nu. Quand un photon frappe un électron dans le métal, il lui transfère toute son énergie d'un coup. Si cette énergie est suffisante pour arracher l'électron du métal, l'électron est éjecté. Sinon, rien ne se passe, quelle que soit l'intensité de la lumière. C'était extraordinaire. Thomas Young avait prouvé que la lumière est une onde. Einstein venait de montrer que la lumière est aussi une particule. Comment quelque chose peut-il être les deux à la fois? Cette dualité onde-particule, comme on l'appelle, est devenue l'un des concepts les plus troublants et les plus fondamentaux de la physique quantique. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. En 1913, Niels Bohr, un jeune physicien danois, a appliqué l'idée de quantification aux atomes eux-mêmes. Le modèle atomique de l'époque, proposé par Rutherford, avait un problème fatal. Selon la physique classique, un électron en orbite autour d'un noyau devrait rayonner de l'énergie en permanence et spiraler vers le noyau en une fraction de seconde. Les atomes devraient être instables. Mais ils sont manifestement stables, puisque nous existons. Bohr a postulé que les électrons ne peuvent exister que sur certaines orbites spécifiques, à des distances précises du noyau, et qu'ils ne rayonnent de l'énergie que lorsqu'ils sautent d'une orbite à une autre. Ces sauts quantiques, comme on les appelle, sont instantanés et discontinus.
l'électron n'existe pas entre deux orbites. Il est sur l'une, puis instantanément sur l'autre, émettant ou absorbant un photon dont l'énergie correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux orbites. Le modèle de Bohr était incroyablement réussi pour l'atome d'hydrogène, mais il restait ad hoc, une collection de règles sans justification profonde. Pourquoi les électrons ne pouvaient-ils occuper que certaines orbites? Quelle était la raison fondamentale de la quantification? La réponse allait venir d'un aristocrate français qui allait avoir l'une des intuitions les plus audacieuses de l'histoire de la science. En 1924, Louis de Broglie, un prince français qui avait commencé par étudier l'histoire avant de se tourner vers la physique, a soumis une thèse de doctorat qui allait changer le monde. Son raisonnement était d'une simplicité presque déconcertante. Si la lumière, qui était traditionnellement considérée comme une onde, peut aussi se comporter comme une particule, comme Einstein l'avait montré, alors pourquoi les particules de matière ne pourraient-elles pas aussi se comporter comme des ondes? La symétrie de la nature le suggérait. Et de Broglie a proposé une formule. La longueur d'onde associée à une particule est égale à la constante de Planck, divisée par le produit de sa masse et de sa vitesse. Lambda égale h sur mv. Cette formule est d'une profondeur vertigineuse. Elle dit que chaque objet dans l'univers, sans exception, a une longueur d'onde. Vous avez une longueur d'onde. La chaise sur laquelle vous êtes assis a une longueur d'onde. La Terre a une longueur d'onde. Mais la formule dit aussi quelque chose de crucial. Plus l'objet est massif ou rapide, plus sa longueur d'onde est petite. Pour un électron, qui est incroyablement léger, la longueur d'onde est de l'ordre du nanomètre, comparable aux distances entre les atomes dans un cristal et donc mesurable. Pour une balle de tennis, la longueur d'onde est de l'ordre de 10 puissance moins 34 mètres, un nombre si petit qu'il est physiquement dépourvu de sens. Même le plus petit objet mesurable dans l'univers, la longueur de Planck, est des milliards de fois plus grand que la longueur d'onde d'une balle de tennis. L'idée de Broglie était si audacieuse que les membres de son jury de thèse ne savaient pas quoi en faire. Ils ont envoyé la thèse à Einstein pour avis. Einstein a répondu que de Broglie avait soulevé un coin du grand voile. La thèse a été acceptée et de Broglie a reçu le prix Nobel de physique en 1929. Mais au moment de sa publication, sa proposition n'avait pas encore été vérifiée expérimentalement. Les particules de matière se comportent-elles vraiment comme des ondes? La réponse est arrivée en 1927 de deux sources indépendantes. Clinton Davison et Lester Germer, au laboratoire Bell aux États-Unis, ont tiré un faisceau d'électrons sur un cristal de nickel. La structure régulière du cristal agit comme un réseau de diffraction, exactement comme les fentes de Young pour la lumière. Et ce qu'ils ont observé était un motif de diffraction, la signature incontestable du comportement ondulatoire. Au même moment, en Angleterre, George Paget Thomson, le fils de J.J. Thomson qui avait découvert l'électron en tant que particule, a tiré des électrons à travers une fine feuille métallique et a observé des anneaux d'interférence. Le père avait gagné le prix Nobel pour avoir montré que l'électron est une particule. Le fils a gagné le prix Nobel pour avoir montré que l'électron est une onde. La nature a un sens de l'humour cosmique. Laissez cela s'imprégner. L'électron, cette petite particule que nous imaginons comme une minuscule bille tournant autour du noyau atomique, est une onde. Ce n'est pas une analogie.
Ce n'est pas une façon de parler. C'est une réalité expérimentale, mesurée, vérifiée, indiscutable. Et cette réalité a ouvert la porte à l'une des théories les plus extraordinaires, les plus puissantes et les plus troublantes jamais conçues par l'esprit humain. La mécanique quantique. En 1926, juste un an avant les expériences de Davison-Germer et Thomson, un physicien autrichien nommé Erwin Schrödinger a développé l'équation qui allait devenir le cœur mathématique de la mécanique quantique. Inspiré par l'idée de Broglie que les particules sont des ondes, Schrödinger a cherché une équation d'onde pour les particules de matière, de la même manière que les équations de Maxwell décrivent les ondes électromagnétiques. Le résultat est l'équation de Schrödinger, probablement l'équation la plus importante de la physique du XXe siècle après E égale mc². L'équation de Schrödinger décrit comment la fonction d'onde d'un système quantique évolue dans le temps. La fonction d'onde, notée par la lettre grecque psi, est l'objet central de la mécanique quantique. Elle contient toute l'information que l'on peut avoir sur un système quantique. Mais qu'est-ce que la fonction d'onde exactement? C'est ici que les choses deviennent profondément étranges. Max Born, un physicien allemand, a proposé l'interprétation qui est maintenant standard. Selon Born, la fonction d'onde n'est pas une onde physique comme une onde sonore ou une onde sur l'eau. C'est une onde de probabilité. Le carré de la valeur absolue de la fonction d'onde en un point donné vous donne la probabilité de trouver la particule à cet endroit si vous effectuez une mesure. Là où la fonction d'onde est grande, la particule est plus susceptible d'être trouvée. Là où elle est nulle, la particule ne sera jamais trouvée. Cela semble presque raisonnable, jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cela implique vraiment. Avant la mesure, la fonction d'onde de l'électron peut être étalée sur une vaste région de l'espace. L'électron n'est pas quelque part, et nous ne savons simplement pas où. Non. Selon la mécanique quantique, l'électron est littéralement dans un état de superposition, existant dans une combinaison de tous les endroits possibles simultanément. Ce n'est qu'au moment de la mesure que la fonction d'onde s'effondre à un point spécifique et l'électron apparaît à un endroit défini. C'est le principe de superposition et c'est l'aspect le plus fondamental et le plus déroutant de la mécanique quantique. Un système quantique peut exister simultanément dans plusieurs états à la fois. Un électron peut être en même temps ici et là-bas. Un photon peut avoir en même temps une polarisation verticale et horizontale. Un atome peut être en même temps dans son état fondamental et dans un état excité. Ce n'est pas de l'ignorance de notre part. Ce n'est pas que nous manquons d'informations. C'est la nature profonde de la réalité quantique. Et maintenant, revenons à l'expérience qui incarne toute cette étrangeté de la manière la plus directe et la plus troublante. L'expérience de la double fente avec des électrons. Nous avons mentionné cette expérience plus tôt, mais elle mérite d'être examinée en détail car elle contient, selon les mots du grand Richard Feynman, le seul mystère de la mécanique quantique. Imaginez un mur avec deux fentes étroites et parallèles. Derrière le mur, il y a un écran détecteur qui enregistre l'endroit où chaque électron frappe. Maintenant, tirez des électrons vers le mur, un par un, avec un long intervalle entre chaque tir. Chaque électron est complètement seul. Il n'y a pas d'autre électron avec lequel interagir. Chaque électron frappe l'écran détecteur en un point précis, comme une particule. Jusqu'ici, tout semble normal. Mais voici le miracle.
Après avoir tiré des milliers d'électrons, un par un, regardez le motif qui s'est formé sur l'écran. Ce n'est pas deux bandes, comme vous l'attendriez si les électrons étaient de simples particules passant par l'une ou l'autre des fentes. C'est un motif d'interférence, des bandes alternées de haute et de basse densité, exactement comme le motif que produiraient des ondes passant par les deux fentes. Arrêtez-vous et pensez à ce que cela signifie. Chaque électron, individuellement, frappe l'écran en un point précis. Mais collectivement, le motif révèle un comportement ondulatoire. C'est comme si chaque électron savait que les deux fentes sont ouvertes et ajustait sa trajectoire en conséquence. Comme si chaque électron, bien qu'il soit seul, passait par les deux fentes simultanément et interférait avec lui-même. Et maintenant, le twist le plus troublant. Si vous placez un détecteur à l'une des fentes pour déterminer par quelle fente l'électron passe réellement, le motif d'interférence disparaît instantanément. À la place, vous obtenez exactement le motif que vous attendriez de particules classiques, deux bandes simples. L'acte d'observation, l'acte de gain d'information, détruit le comportement ondulatoire. Ce résultat a été confirmé des milliers de fois avec des électrons, des photons, des neutrons, des atomes et même des molécules de plus en plus grandes. Il est aussi solide qu'un résultat expérimental peut l'être. Et il pose une question d'une profondeur abyssale. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on observe système quantique? Pourquoi l'observation change-t-elle le comportement du système? Et surtout, pourquoi le monde macroscopique, le monde de votre expérience quotidienne, ne montre-t-il jamais ce comportement ondulatoire? C'est le problème de la mesure, et pendant la majeure partie du XXe siècle, il a été l'éléphant dans la pièce de la physique quantique. Tout le monde savait qu'il était là. Tout le monde essayait de l'ignorer. Et les rares qui osaient le regarder en face étaient souvent marginalisés par l'establishment scientifique. Pour comprendre pourquoi ce problème est si difficile, il faut comprendre ce que la physique classique nous avait habitués à attendre. Dans le monde classique, les objets ont des propriétés définies à tout moment. La balle est là ou elle n'y est pas. Le chat est vivant ou mort. La planète est à cette position, avec cette vitesse. La mesure ne fait que révéler ce qui était déjà vrai. Elle n'influence pas le système, du moins pas de manière fondamentale. Mais en mécanique quantique, les choses sont radicalement différentes. Avant la mesure, le système quantique est dans une superposition de tous les états possibles. La mesure ne révèle pas un état préexistant. Elle semble le créer. C'est comme si l'univers ne se décidait pas avant que vous ne lui posiez la question. Face à cette étrangeté, les physiciens ont proposé plusieurs cadres d'interprétation. Le premier et le plus influent a été l'interprétation de Copenhague, développée principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920 et 1930. L'interprétation de Copenhague dit en substance que la mécanique quantique s'applique au monde microscopique, mais pas au monde macroscopique. Il y a une frontière, quelque part entre les deux, où les règles quantiques cèdent la place aux règles classiques. La mesure provoque un effondrement de la fonction d'onde. La superposition d'états se réduit instantanément à un seul état définitif. Mais quand vous pressez les partisans de Copenhague pour des détails, les problèmes émergent rapidement. Où exactement se trouve cette frontière entre le quantique et le classique? Qu'est-ce qui compte comme une mesure? Est-ce qu'un appareil de mesure provoque l'effondrement? Si oui,
l'appareil de mesure n'est-il pas lui-même composé d'atomes qui obéissent à la mécanique quantique? Faut-il un observateur humain, un être conscient? Où s'arrête la chaîne? C'est ce qu'on appelle le problème de la chaîne de von Neumann, du nom du mathématicien John von Neumann, qui l'a formulé clairement. Si un système quantique est mesuré par un appareil, l'appareil est maintenant corrélé au système. Selon la mécanique quantique, l'appareil est maintenant lui-même dans une superposition. Si un humain lit l'appareil, l'humain est maintenant corrélé à l'appareil. L'humain est-il aussi en superposition? Où la chaîne s'arrête-t-elle? Heisenberg a proposé le concept de coupure de Heisenberg, une division arbitraire entre le monde quantique et le monde classique. Mais il admettait que l'emplacement de cette coupure était une question de commodité pratique, pas un fait physique. Bohr parlait de complémentarité, l'idée que le monde quantique et le monde classique sont complémentaires, deux descriptions différentes de la même réalité, aucune n'étant complète en elle-même. Mais ces réponses, aussi élégantes soient-elles philosophiquement, laissaient la physique dans un état profondément insatisfaisant. L'équation de Schrödinger ne contient aucun mécanisme d'effondrement. Si vous suivez les mathématiques, et rien que les mathématiques, la superposition continue de s'étendre à tout ce qui interagit avec le système. Il n'y a aucun point dans les équations où l'onde s'effondre. L'effondrement est ajouté à la main, comme un postulat supplémentaire, sans justification dans la théorie elle-même. John Bell, le physicien nord-irlandais célèbre pour le théorème de Bell, a exprimé cette frustration mieux que quiconque. Il a demandé « Qui a fait de l'observateur si spécial ? Et que se passe-t-il quand personne ne regarde ?» Ces questions n'étaient pas rhétoriques. Elles pointaient vers un trou béant dans notre compréhension de la physique. Mais pour apprécier pleinement la profondeur du problème, considérons la plus célèbre illustration de l'absurdité de la superposition macroscopique, le chat de Schrödinger. En 1935, Schrödinger lui-même a proposé cette expérience de pensée, non pas pour célébrer la mécanique quantique, mais pour montrer ce qu'il considérait comme son absurdité. Imaginez un chat enfermé dans une boîte hermétique. Dans la boîte, il y a un atome radioactif, un détecteur de Geiger, un marteau et une fiole de poison. Si l'atome se désintègre, ce qui est un événement quantique avec une certaine probabilité, le détecteur déclenche le marteau qui brise la fiole, et le poison tue le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste vivant. Selon la mécanique quantique, avant que vous n'ouvriez la boîte pour vérifier, l'atome est dans une superposition d'états, désintégré et non désintégré. Le détecteur est dans une superposition, déclenché et non déclenché. Le marteau est dans une superposition, tombé et non tombé. La fiole est dans une superposition, brisé et non brisé. Et le chat, par extension logique inévitable, est dans une superposition, vivant et mort. Simultanément, Schrödinger trouvait cela ridicule, et c'était précisément son point. Quelque chose dans le passage du monde microscopique au monde macroscopique devrait empêcher ces superpositions absurdes. Mais quoi? Qu'est-ce qui fait que les chats sont toujours définitivement vivants ou morts? Jamais les deux. Qu'est-ce qui fait que la table est toujours définitivement ici, jamais en superposition d'être ici et d'être là-bas? C'est le cœur du problème de la transition quantique classique. Et pendant des décennies, il est resté sans réponse satisfaisante. Les physiciens avaient plusieurs options, toutes insatisfaisantes à leur manière.
L'interprétation de Copenhague, comme nous l'avons vu, postulait un effondrement qui n'était pas dans les équations. C'était efficace pour les calculs, mais philosophiquement bancal. La mécanique bohmienne, développée par David Bohm dans les années 1950, proposait que les particules ont des positions définies à tout moment, guidées par une onde pilote décrite par la fonction d'onde. Cela éliminait la superposition au niveau des particules, mais au prix d'une non-localité explicite et d'une onde pilote qui existait dans un espace à très haute dimension, difficile à interpréter physiquement. L'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett, 3 en 1957, disait que la superposition ne s'effondre jamais. Au lieu de cela, à chaque mesure, l'univers se divise en branches, chaque branche correspondant à un résultat possible. Le chat est vivant dans une branche et mort dans une autre. Vous, l'observateur, vous divisez aussi, et chaque version de vous ne voit qu'un seul résultat. L'élégance mathématique de cette interprétation est indéniable, mais elle implique l'existence d'une infinité d'univers parallèles, ce que beaucoup trouvent ontologiquement extravagant. Certains, comme Eugene Wigner et John von Neumann, ont même suggéré que c'est la conscience elle-même qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde. L'acte de conscience d'un observateur serait le facteur magique qui transforme le quantique en classique. Cette idée a été largement rejetée par la communauté scientifique, non pas parce qu'elle est démontrablement fausse, mais parce qu'elle est non testable, non quantifiable, et qu'elle semble remplacer un mystère par un mystère encore plus profond. D'autres approches, comme la théorie GRW de Ghirardi, Rimini et Weber, ou la théorie de la réduction objective de Roger Penrose, proposent que l'effondrement est un vrai processus physique déclenché par des paramètres liés à la masse ou à la gravité. Ces théories sont testables, au moins en principe, mais à ce jour, aucune preuve expérimentale ne les a confirmées. Pendant des décennies, le problème de la mesure est resté dans cet état, un éventail d'interprétations, toutes ayant des forces et des faiblesses, aucune n'étant pleinement satisfaisante. C'était le grand non-dit de la physique quantique, le problème que tout le monde reconnaissait, mais que personne ne pouvait résoudre. Et puis, lentement, presque imperceptiblement au début, une nouvelle idée a commencé à émerger. Une idée qui n'est pas une nouvelle interprétation, mais un résultat physique, une conséquence directe et inévitable de la mécanique quantique elle-même, que tout le monde avait sous les yeux, mais que personne n'avait vue. C'est l'idée de la décohérence quantique. Et c'est ici que notre histoire entre dans son chapitre le plus fascinant. L'homme qui a ouvert la porte s'appelait Heinz Dieter Sey. En 1970, Sey était un physicien relativement jeune et peu connu à l'université de Heidelberg en Allemagne. Il n'avait pas le prestige de Bohr ou de Heisenberg, ni la flamboyance de Feynman. C'était un penseur profond, méthodique, quelqu'un qui ne pouvait pas se contenter de « calcul et tais-toi » quand quelque chose ne faisait pas sens physique. Sey a publié un article intitulé « Sur l'interprétation de la mesure en théorie quantique » qui contenait une idée si simple et si profonde qu'elle aurait dû révolutionner immédiatement la physique. Mais elle ne l'a pas fait. Pas parce que l'idée était fausse, mais parce que la communauté scientifique n'était pas prête à l'entendre. L'idée de Sey était la suivante. Dans le monde réel, aucun système quantique n'est jamais vraiment isolé. Même dans les conditions les plus contrôlées, un système quantique est toujours en contact avec son environnement, que ce soit des photons, des molécules d'air,
le rayonnement thermique, les fluctuations quantiques du vide. Et ce contact, cette interaction avec l'environnement, a des conséquences profondes et irréversibles pour le comportement quantique du système. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les deux deviennent intriqués. L'intrication quantique, rappelons-le, est le phénomène par lequel les états de deux systèmes quantiques deviennent corrélés de telle manière qu'on ne peut plus décrire l'un indépendamment de l'autre, même s'ils sont séparés par de grandes distances. Einstein l'a appelé l'action fantomatique à distance et l'a considéré comme une preuve que la mécanique quantique était incomplète. Mais l'intrication est bien réelle, expérimentalement vérifiée, et constitue la base de technologies émergentes comme l'informatique quantique et la cryptographie quantique. Voici ce qui se passe, selon Zé, quand un système quantique en superposition interagit avec l'environnement. Prenons l'exemple le plus simple possible. Un électron est dans une superposition de deux états, ici et là-bas. Cette superposition signifie que la fonction d'onde de l'électron est une combinaison des deux états, avec des relations de phase bien définies entre eux. Ces relations de phase sont ce qui permet l'interférence, le comportement ondulatoire. Maintenant, un seul photon de l'environnement interagit avec l'électron. Le photon est dévié d'une certaine manière si l'électron est ici et d'une manière différente si l'électron est là-bas. Après cette interaction, le photon et l'électron sont intriqués. L'état combiné est maintenant une superposition de électrons ici et photons déviés à droite et électrons là-bas et photons déviés à gauche. Les deux composantes de la superposition de l'électron sont maintenant corrélées avec des états différents du photon. Et voici le point crucial. Si vous ne pouvez observer que l'électron, sans avoir accès au photon, quelque chose de remarquable se produit. Du point de vue de quiconque ne regarde que l'électron, les relations de phase entre ici et là-bas ont disparu. La cohérence a été transférée au système combiné électron-photon. L'électron, vu isolément, ne se comporte plus comme une onde. Il se comporte comme s'il était soit ici, soit là-bas, avec certaines probabilités, exactement comme un objet classique. Et ce n'est que pour une seule interaction avec un seul photon. Dans le monde réel, un objet macroscopique interagit en permanence avec des milliards et des milliards de particules de son environnement. Chaque interaction propage l'intrication plus loin. L'information sur la superposition de l'objet fuit dans l'environnement, se diluant parmi un nombre astronomique de degrés de liberté. Les relations de phase qui constituaient la cohérence quantique se dispersent de manière si complète et si rapide qu'elles deviennent, pour toute fin pratique, irrécupérables. C'est la décohérence quantique. Ce n'est pas l'effondrement de la fonction d'onde. La mécanique quantique continue de s'appliquer au système complet, y compris l'environnement. La superposition n'est pas détruite. Mais du point de vue d'un observateur qui n'a pas accès à toute l'information environnementale, ce qui est le cas de tout observateur réel dans le monde macroscopique, la superposition est invisible. Le système apparaît classique. Les interférences disparaissent. L'objet semble être dans un état défini et un seul. Quand Zé a publié cette idée en 1970, la réaction a été, pour le dire poliment, réservée. Pour le dire plus honnêtement, elle a été largement ignorée ou rejetée. L'establishment de la physique quantique, dominé par l'interprétation de Copenhague, ne voyait pas l'intérêt d'une explication supplémentaire. Pour eux, l'effondrement de la fonction d'onde était un postulat,
point final. Pourquoi chercher un mécanisme pour quelque chose qui était simplement un axiome de la théorie? La carrière de Zhe a souffert de son insistance sur cette idée. Il a été marginalisé, son travail ignoré dans les revues les plus prestigieuses. Mais il a continué à travailler, à raffiner et à développer son cadre conceptuel, avec la conviction tranquille que la physique devait avoir une explication pour la transition quantique classique, que « c'est comme ça » n'était pas une réponse digne d'une science qui se veut fondamentale. Il a fallu attendre les années 1980 pour que les choses commencent à changer, et le catalyseur principal a été un jeune physicien d'origine polonaise nommé Wojciech Żurek. Żurek travaillait au laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, un lieu avec une histoire profonde dans la physique des fondements quantiques. Żurek a pris les idées de Zhe et les a transformées en un programme de recherche rigoureux, mathématiquement sophistiqué et physiquement concret. Żurek a introduit un vocabulaire précis pour décrire les mécanismes de la décohérence. Il a parlé de Einselection, un mot valise pour Environment Induced Superselection, la supersélection induite par l'environnement. L'idée est que l'environnement ne détruit pas simplement la cohérence de manière aléatoire. Il sélectionne certains états du système qui sont robustes face à l'interaction environnementale. Ces états privilégiés, que Żurek a appelés états pointeurs en référence aux aiguilles des instruments de mesure, sont les états qui survivent à la décohérence. Les autres états, les superpositions délicates de ces états pointeurs, sont rapidement détruits. Ce concept d'insélection est profond, car il explique pourquoi le monde classique a la structure qu'il a. Pourquoi voyons-nous des objets à des positions définies et non dans des superpositions de positions? Parce que les états de position sont les états pointeurs sélectionnés par les interactions environnementales typiques qui sont dominées par des forces dépendant de la position comme les interactions électromagnétiques et gravitationnelles. Ce n'est pas un hasard que le monde classique soit un monde de choses à des endroits. C'est le résultat de la sélection naturelle quantique opérée par l'environnement. Żurek a également calculé les échelles de temps de la décohérence, et les résultats sont absolument stupéfiants. Pour vous donner une idée de la rapidité de la décohérence dans le monde macroscopique, considérez les exemples suivants. Pour un grain de poussière de 10 micromètres de diamètre à température ambiante exposé à la lumière du soleil, le temps de décohérence est d'environ 10 puissance moins 31 secondes. C'est un nombre si petit qu'il défie toute compréhension intuitive. Pour comparaison, le temps de Planck, la plus petite unité de temps qui a un sens physique, est d'environ 10 puissance moins 43 secondes. Le grain de poussière perd sa cohérence quantique en un billionième de billionième de billionième de seconde. Avant même que vous puissiez concevoir de mesurer quoi que ce soit, la décohérence a déjà fait son travail. Pour une grosse molécule biologique, le temps de décohérence est d'environ 10 puissance moins 17 secondes, soit un centième de femtoseconde. Pour un chat, n'en parlons pas. Le temps de décohérence d'un chat de Schrödinger, s'il pouvait être mis dans une superposition, serait si incroyablement, impossiblement, absurdement court qu'aucun processus physique connu ne pourrait jamais le détecter. Et voilà la réponse. Voilà pourquoi vous ne voyez jamais d'ondes d'électrons dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas que les électrons cessent d'être des ondes quand ils font partie d'objets macroscopiques. Ils restent des ondes au niveau le plus fondamental. Mais chaque électron dans votre corps est entouré de 10 puissance
28 autres particules. Chaque interaction, chaque photon absorbé ou émis, chaque collision moléculaire propage l'intrication et détruit la cohérence. Avant que la moindre interférence quantique ne puisse se manifester, elle est noyée, submergée, effacée par les interactions environnementales. L'environnement n'est pas un spectateur passif, c'est un participant actif, un observateur permanent, omniprésent et impitoyable. Il n'a pas besoin de conscience, ni d'intention, ni de laboratoire. Il observe simplement en existant, en interagissant. Chaque photon du rayonnement thermique qui rebondit sur un objet est une mesure. Chaque molécule d'air qui heurte une surface est une mesure. L'univers entier mesure constamment chacune de ses parties, et c'est cette mesure incessante qui crée le monde classique. Maintenant, approfondissons la mathématique de la décohérence, car c'est là que l'élégance de cette idée se révèle pleinement. En mécanique quantique, l'outil mathématique le plus puissant pour décrire un système quantique est la matrice de densité, notée RHO. La matrice de densité est plus générale que la fonction d'onde, car elle peut décrire non seulement des états purs, des superpositions quantiques parfaites, mais aussi des mélanges statistiques, des situations où notre ignorance est classique, où nous ne savons tout simplement pas dans quel état le système se trouve. Pour un système en superposition de deux états, disons haut et bas, la matrice de densité est une matrice 2 par 2. Les éléments diagonaux représentent les probabilités de trouver le système dans l'état haut ou dans l'état bas. Les éléments hors diagonaux, qu'on appelle les cohérences, représentent les corrélations quantiques entre les deux états. Ce sont ces éléments hors diagonaux qui sont responsables de l'interférence quantique. Si les éléments hors diagonaux sont non nuls, le système peut montrer un comportement ondulatoire. S'ils sont nuls, le système est indiscernable d'un mélange classique. Il est soit dans l'état haut, soit dans l'état bas, avec certaines probabilités, mais sans aucune possibilité d'interférence entre les deux. Ce que la décohérence fait, mathématiquement, c'est qu'elle fait tendre les éléments hors diagonaux de la matrice de densité vers 0. Plus précisément, quand on calcule la matrice de densité réduite du système en prenant la trace partielle sur les degrés de liberté de l'environnement, c'est-à-dire en ignorant l'environnement. Parce qu'on n'a pas accès à toutes ces variables, les éléments hors diagonaux décroissent exponentiellement avec le temps. Formellement, si vous commencez avec un système en superposition intriquée avec l'environnement et que vous prenez la trace partielle sur l'environnement, vous obtenez une matrice de densité réduite qui, au fil du temps, ressemble de plus en plus à un mélange classique. Les termes d'interférence s'évanouissent, les probabilités quantiques deviennent des probabilités classiques et le système apparaît comme un objet avec des propriétés définies. Et voici un point subtil, mais crucial, la décohérence ne détruit pas la superposition au niveau fondamental. Le système combiné, système plus environnement, reste dans un état quantique pur, une superposition massive impliquant un nombre astronomique de degrés de liberté. L'information n'est pas perdue, elle est dispersée. Elle est encodée dans les corrélations entre le système et les milliards de particules de l'environnement. En principe, si vous pouviez suivre chaque particule de l'environnement, vous pourriez reconstruire la superposition originale. Mais en pratique, c'est impossible. C'est comme essayer de reconstituer un château de sable après qu'il a été emporté par l'océan. L'information est toujours là, dans les positions de chaque grain de sable dans tout l'océan.
mais la reconstituer est au-delà de toute capacité concevable. C'est pourquoi la décohérence est parfois décrite comme un processus irréversible pour toute fin pratique, ou FAPP, for all practical purpose, une expression forgée par John Bell. Ce n'est pas une irréversibilité fondamentale, comme certains processus en thermodynamique sont pensés pour l'être. C'est une irréversibilité pratique, écrasante, totale, mais pas absolue. Et cette distinction, bien que subtile, a des implications philosophiques profondes sur lesquelles nous reviendrons. Mais avant de plonger dans les implications, examinons les preuves expérimentales de la décohérence, car une belle théorie n'est rien sans confirmation expérimentale, et la décohérence a été magnifiquement confirmée. L'un des expérimentateurs les plus remarquables dans ce domaine est Serge Haroche, un physicien français de l'École normale supérieure à Paris. Haroche a passé des décennies à développer des techniques pour piéger et manipuler des photons individuels avec un contrôle exquis, et son travail lui a valu le prix Nobel de physique en 2012, partagé avec l'Américain David Wineland. L'expérience de Haroche est un chef-d'œuvre de physique expérimentale. Elle utilise une cavité supraconductrice, un petit espace entre deux miroirs presque parfaits, qui peut piéger un photon pendant une durée remarquablement longue, de l'ordre d'un dixième de seconde, ce qui est une éternité en physique quantique. Le photon rebondit entre les miroirs des milliards de fois, créant un champ électromagnétique quantique piégé. Haroche et son équipe envoient ensuite des atomes de Rydberg, des atomes dont un électron est dans un état très excité, avec un rayon orbital énorme à travers la cavité. Ces atomes de Rydberg interagissent avec le champ de photons d'une manière subtile qui leur permet de sonder l'état quantique du champ sans le détruire complètement. En mesurant l'état des atomes de Rydberg après leur passage, les physiciens peuvent obtenir de l'information sur l'état du champ de photons à l'intérieur de la cavité. Ce qu'ils ont observé est extraordinaire. En créant une superposition quantique dans la cavité, une superposition de deux états cohérents du champ électromagnétique, comme un petit chat de Schrödinger photonique, et en sondant cette superposition au fil du temps, ils ont pu observer directement la décohérence se produire. Les éléments hors diagonaux de la matrice de densité, les fameuses cohérences, décroissent au fil du temps, exactement comme la théorie de la décohérence le prédit. Ils ont littéralement regardé le monde quantique devenir classique en temps réel. Cette expérience est remarquable pour plusieurs raisons. Premièrement, elle confirme quantitativement les prédictions de la théorie de la décohérence. Deuxièmement, elle montre que la décohérence est un processus continu et graduel, pas un événement soudain et discontinu comme l'effondrement postulé par Copenhague. Troisièmement, elle démontre que le facteur crucial est l'interaction avec l'environnement. Quand la cavité est mieux isolée, la décohérence est plus lente. Quand elle est moins bien isolée, la décohérence est plus rapide. Tout est cohérent avec la théorie. Un autre domaine fascinant de preuves expérimentales vient des expériences d'interférence avec des molécules de plus en plus grandes. Dans le monde des atomes et des petites molécules, l'interférence quantique est relativement facile à observer. Mais que se passe-t-il quand on essaie avec des molécules plus grosses? Y a-t-il une taille au-delà de laquelle le comportement ondulatoire disparaît? En 1999, l'équipe d'Anton Zeilinger à Vienne a réussi à observer un motif d'interférence avec des molécules de C60, le Buckminster-Fullerene, aussi connu sous le nom de
buckyball. C'est une molécule composée de 60 atomes de carbone arrangés en une structure de football, une sphère tronquée avec des faces pentagonales et hexagonales. C'est une molécule relativement grande et le fait qu'elle montre un comportement ondulatoire était une confirmation frappante de la mécanique quantique à l'échelle moléculaire. Depuis lors, les expériences ont poussé la limite de plus en plus loin. Des molécules de plus en plus grandes, contenant des centaines, puis des milliers d'atomes, ont montré des motifs d'interférence. À ce jour, les plus grandes molécules qui ont montré un comportement ondulatoire contiennent plus de 25 000 unités de masse atomique. Chaque nouvelle expérience confirme le même message. Il n'y a pas de limite fondamentale à la taille d'un objet qui peut montrer un comportement quantique. La limite est imposée par la décohérence. Plus l'objet est grand, plus il interagit avec son environnement, plus la décohérence est rapide et plus il est difficile, mais pas fondamentalement impossible, d'observer le comportement ondulatoire. Ces expériences sont une course contre la décohérence. Pour observer l'interférence de grosses molécules, les expérimentateurs doivent minimiser l'interaction avec l'environnement. Ils travaillent dans un vide poussé pour éliminer les collisions avec les molécules d'air. Ils refroidissent les molécules pour réduire le rayonnement thermique émis. Ils utilisent des réseaux de diffraction spécialement conçus pour les longueurs d'onde de Broglie extrêmement courtes de ces grosses molécules. Chaque avancée technologique permet de repousser un peu plus la frontière, mais la décohérence reste l'ennemi ultime. Et c'est exactement le même ennemi que combattent les ingénieurs de l'informatique quantique, ce qui nous amène à l'un des domaines les plus actifs et les plus passionnants de la physique et de la technologie moderne. Un ordinateur quantique exploite les principes de la superposition et de l'intrication pour effectuer des calculs impossibles pour un ordinateur classique. L'unité de base de l'informatique quantique est le qubit, l'analogue quantique du bit classique. Un bit classique est soit 0, soit 1. Un qubit peut être dans une superposition de 0 et 1 simultanément. 2 qubits intriqués peuvent représenter 4 états simultanément, 3 qubits, 8 états, et ainsi de suite exponentiellement. Un ordinateur quantique avec quelques centaines de qubits pourrait, en théorie, représenter plus d'états simultanément qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. Mais voici le problème. Pour que l'ordinateur quantique fonctionne, les qubits doivent maintenir leur cohérence quantique tout au long du calcul. Ils doivent rester dans des superpositions bien définies avec des relations de phase précises. Et la décohérence est l'ennemi numéro 1 de cette cohérence. Chaque interaction indésirable avec l'environnement, que ce soit un photon de rayonnement thermique, une vibration mécanique, un champ électromagnétique parasite, dégrade la cohérence et introduit des erreurs. C'est pourquoi les ordinateurs quantiques actuels fonctionnent à des températures extraordinairement basses, typiquement autour de 15 millikelvin, soit environ 100 fois plus froid que l'espace interstellaire. À ces températures, le rayonnement thermique est réduit à presque rien, et les interactions environnementales sont minimisées. Mais même dans ces conditions extrêmes, les temps de cohérence des qubits, c'est-à-dire le temps pendant lequel un qubit maintient sa cohérence avant que la décohérence ne le détruise, sont de l'ordre de microsecondes à millisecondes. C'est long à l'échelle quantique, mais terriblement court pour effectuer des calculs complexes. La solution que les informaticiens quantiques poursuivent est la correction d'erreurs quantiques.
un ensemble de techniques mathématiques et physiques pour détecter et corriger les erreurs induites par la décohérence sans détruire l'état quantique. La correction d'erreurs quantiques est l'un des défis les plus monumentaux de la technologie moderne, et c'est la raison pour laquelle les ordinateurs quantiques véritablement puissants et tolérants aux fautes restent un objectif futur plutôt qu'une réalité actuelle. Chaque avancée dans ce domaine est fondamentalement une avancée dans notre capacité à combattre la décohérence. Des entreprises et des laboratoires comme IBM, Google, des chercheurs dans des dizaines d'universités à travers le monde travaillent sur ce défi. L'informatique quantique est, dans un sens très réel, une guerre contre la décohérence. Et le fait que nous comprenions ce que nous combattons grâce aux travaux de Zhe, Zurek et leurs successeurs est ce qui rend cette guerre possible. Mais la décohérence ne se contente pas d'expliquer pourquoi les ordinateurs quantiques sont difficiles à construire. Elle a des implications bien plus profondes et bien plus vastes qui touchent à la nature même de la réalité, du temps et de la connaissance. L'un des développements les plus fascinants dans ce domaine est une idée que Zurek a appelée le darwinisme quantique. Au-delà de la décohérence, Zurek s'est demandé comment émerge la réalité objective. Comment se fait-il que différents observateurs, en regardant le même objet, voient la même chose? En mécanique quantique, la mesure perturbe le système. Si chaque observateur perturbe le système différemment, comment pouvons-nous tous être d'accord sur ce que nous voyons? La réponse de Zurek est élégante. Quand un système quantique décohère, son état est imprimé sur l'environnement. Mais il n'est pas imprimé une seule fois. Il est copié de manière redondante des milliards de fois dans des milliards de fragments différents de l'environnement. Chaque photon qui rebondit sur un objet emporte de l'information sur la position et l'état de cet objet. Chaque molécule d'air qui heurte la surface emporte de l'information. L'environnement est comme un réseau de presse cosmique, recevant et copiant l'information classique sur le système et la diffusant dans toutes les directions. Quand vous regardez un objet, ce que vous faites vraiment, c'est intercepter une petite fraction des photons qui ont interagi avec l'objet. Vous n'interagissez pas directement avec l'objet. Vous lisez l'information que l'environnement a copiée et diffusée. Et parce que cette information a été copiée de manière redondante, un autre observateur peut intercepter un ensemble complètement différent de photons et obtenir la même information. C'est pourquoi nous voyons tous la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a une réalité objective indépendante de l'observation, au sens classique. C'est parce que l'environnement a sélectionné et copié certaines informations. Les informations sur les états pointeurs, de manière si redondante que quiconque les lit obtient la même chose. Le darwinisme quantique tire son nom d'une analogie avec l'évolution biologique. Les états qui sont observés par le plus grand nombre de fragments de l'environnement sont les états qui survivent et deviennent objectifs. C'est une forme de sélection naturelle pour l'information quantique. Les états qui sont robustes face à l'environnement sont sélectionnés et propagés. Les superpositions fragiles sont détruites. Ce qui émerge est un monde d'objets classiques avec des propriétés définies, non pas parce que la mécanique quantique s'arrête à une certaine échelle, mais parce que l'environnement a filtré et amplifié certains aspects de la réalité quantique tout en supprimant d'autres. C'est une vision profondément différente de la réalité. Dans la vision classique, le monde existe avec des propriétés définies
et nous les découvrons passivement. Dans la vision du darwinisme quantique, les propriétés classiques du monde émergent activement de l'interaction entre les systèmes quantiques et leur environnement. La réalité classique n'est pas fondamentale, elle est émergente. Elle est le produit d'un processus continu de sélection et de diffusion d'informations. Et cette idée nous amène naturellement à une autre question profonde. La décohérence a-t-elle quelque chose à nous dire sur la nature du temps? Pourquoi le temps semble-t-il couler dans une seule direction? Pourquoi nous souvenons-nous du passé, mais pas du futur? Pourquoi les tasses se brisent, mais ne se reconstituent jamais spontanément? La réponse traditionnelle à ces questions invoque la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie de l'univers augmente toujours. Les processus irréversibles sont ceux qui augmentent l'entropie. Une tasse qui se brise augmente l'entropie parce que le nombre de façons dont les morceaux peuvent être arrangés est astronomiquement plus grand que le nombre de façons dont ils forment une tasse intacte. Mais les lois fondamentales de la physique sont symétriques dans le temps. L'équation de Schrödinger fonctionne aussi bien en avant qu'en arrière dans le temps. Les lois de Newton sont réversibles dans le temps. Les équations de Maxwell sont réversibles dans le temps. Alors d'où vient cette asymétrie? La décohérence offre une perspective fascinante sur cette question. Le processus de décohérence est, en pratique, irréversible. Quand l'information sur la cohérence quantique d'un système fuit dans l'environnement, la reconstituer nécessiterait de connaître les états de toutes les particules de l'environnement avec une précision impossible. La décohérence est un processus qui crée un passé défini à partir d'un futur quantique indéfini. Elle transforme les superpositions de possibilités en faits classiques accomplis. De ce point de vue, la flèche du temps, le fait que le temps semble couler dans une seule direction, pourrait être intimement lié à la décohérence. Le passé est défini parce que la décohérence a déjà sélectionné des résultats classiques. Le futur est ouvert parce que les superpositions quantiques n'ont pas encore décohéré. La décohérence est le mécanisme par lequel les possibilités quantiques deviennent des réalités classiques, et ce processus définit une direction temporelle. Cette idée est encore spéculative et fait l'objet de débats actifs. Mais elle illustre la profondeur et la portée de la décohérence quantique en tant que concept. Ce n'est pas juste une explication technique de pourquoi les ordinateurs quantiques sont difficiles à construire. C'est potentiellement une clé pour comprendre la structure même de la réalité. Explorons maintenant un domaine où la décohérence rencontre la biologie de manière surprenante et fascinante. La biologie quantique est un domaine relativement nouveau qui étudie les processus biologiques dans lesquels les effets quantiques jouent un rôle significatif. À première vue, cela semble improbable. Les organismes biologiques sont chauds, humides et bruyants, exactement le type d'environnement qui devrait détruire la cohérence quantique en un instant. Et pourtant, des preuves croissantes suggèrent que la vie a trouvé des moyens d'exploiter les effets quantiques en dépit de, ou peut-être grâce à, la décohérence. L'exemple le plus célèbre est la photosynthèse. Quand la lumière du soleil frappe un chloroplaste dans une feuille, un photon est absorbé par un complexe de pigments et l'énergie est transférée vers le centre réactionnel où elle est convertie en énergie chimique. Ce transfert d'énergie est remarquablement efficace, proche de 100%. La physique classique aurait prédit un processus de transfert aléatoire,
où l'énergie rebondit de pigment en pigment jusqu'à trouver le centre réactionnel par hasard, un processus qui serait beaucoup moins efficace. En 2007, une étude pionnière de l'équipe de Graham Fleming a utilisé la spectroscopie électronique bidimensionnelle pour observer le transfert d'énergie dans le complexe FMO, un pigment photosynthétique des bactéries sulfureuses vertes. Ils ont trouvé des preuves de cohérence quantique dans le transfert d'énergie, des oscillations dans le signal spectroscopique qui indiquaient que l'énergie explorait simultanément plusieurs chemins vers le centre réactionnel, un peu comme un électron passant par les deux fentes en même temps. Cette découverte a suscité un énorme enthousiasme et un débat vigoureux. Comment la cohérence quantique peut-elle survivre dans l'environnement chaud et désordonné d'un organisme vivant? Les temps de décohérence ne devraient-ils pas être trop courts pour avoir une signification biologique? Les recherches ultérieures ont nuancé le tableau. Il semble que la cohérence observée ne dure que quelques centaines de femtosecondes, ce qui est très court, mais potentiellement suffisant pour influencer le transfert d'énergie initial. De plus, il a été suggéré que l'environnement biologique, loin de simplement détruire la cohérence, pourrait en fait l'aider à persister, un phénomène qu'on appelle parfois la décohérence assistée par l'environnement ou la cohérence induite par le bruit. L'idée est que certains types de bruit environnemental, plutôt que de détruire la cohérence, peuvent la renouveler ou la protéger pendant de brefs intervalles, suffisamment longs pour que le processus biologique en tire avantage. C'est une idée fascinante qui renverse notre compréhension habituelle de la décohérence. Au lieu de voir l'environnement uniquement comme le destructeur de la quantité, on le voit aussi, dans certaines conditions, comme un facilitateur. La vie, à travers des milliards d'années d'évolution, a peut-être appris à surfer sur le bord entre le quantique et le classique, exploitant les effets quantiques juste assez longtemps pour en tirer un avantage, avant que la décohérence ne les efface. Un autre exemple fascinant de biologie quantique concerne la navigation magnétique des oiseaux. De nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs peuvent détecter le champ magnétique terrestre et l'utiliser pour naviguer sur des milliers de kilomètres. Le mécanisme exact reste débattu, mais l'une des hypothèses les plus convaincantes implique un processus quantique appelé le mécanisme de la paire de radicaux. L'idée est la suivante. Quand un photon de lumière bleue frappe une molécule de cryptochrome dans la rétine de l'oiseau, il crée une paire de radicaux, deux molécules chacune avec un électron non apparié. Les spins de ces deux électrons sont intriqués quantiquement dans un état singulet, une superposition spécifique de spins opposés. Le champ magnétique terrestre influence la dynamique de cette paire de radicaux de manière subtile, affectant l'interconversion entre les états singulets et triplets. Ce changement affecte la chimie qui suit, ce qui influence in fine un signal neuronal que l'oiseau peut interpréter. Ce qui est remarquable, c'est que ce processus dépend de la cohérence quantique des spins électroniques. Si la décohérence détruisait cette cohérence trop rapidement, l'effet du champ magnétique serait effacé et l'oiseau ne pourrait pas détecter la direction. Des calculs théoriques suggèrent que la cohérence doit survivre pendant au moins une microseconde pour que le mécanisme fonctionne, ce qui est remarquablement long pour un système biologique à température corporelle. Des études récentes ont montré que les paires de radicaux dans le cryptochrome peuvent effectivement maintenir leur cohérence quantique pendant des durées suffisantes, soutenant cette hypothèse. Si elle est correcte,
La boussole magnétique des oiseaux migrateurs serait un capteur quantique, un dispositif biologique qui exploite l'intrication et la cohérence quantique pour détecter une force physique, le tout fonctionnant à la température du corps, dans un environnement biologique complexe, en dépit de la décohérence. La biologie quantique nous rappelle que la frontière entre le quantique et le classique n'est pas aussi nette que nous le pensions. La décohérence n'est pas un mur impénétrable entre deux mondes. C'est un processus dynamique avec des échelles de temps qui varient selon les conditions et la nature, à travers des éons d'évolution, a trouvé des moyens remarquables de travailler avec et autour de ce processus. Tournons-nous maintenant vers un sujet qui est à la fois fascinant et controversé. La relation entre la décohérence quantique et la conscience. Ce sujet se situe à l'intersection de la physique, de la neuroscience et de la philosophie, et il est source d'un débat intense. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, certains penseurs, notamment Eugene Wigner, ont suggéré que la conscience joue un rôle fondamental dans la mécanique quantique, que c'est l'acte de conscience qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde. La décohérence a largement éliminé la nécessité de cette idée. L'environnement physique fait parfaitement le travail sans avoir besoin de conscience. Mais une question inverse a émergé. La mécanique quantique joue-t-elle un rôle dans la conscience? L'hypothèse la plus connue dans cette direction a été proposée par le mathématicien et physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff. Leur théorie, connue sous le nom de réduction objective orchestrée, ou ORC, propose que la conscience émerge de processus quantiques se produisant dans les microtubules, des structures protéiques qui forment le squelette interne des neurones. Selon Penrose et Hameroff, les microtubules peuvent maintenir des superpositions quantiques et ces superpositions s'effondrent de manière non computationnelle, ce qui produirait la conscience et le libre arbitre. Penrose pense que cet effondrement est provoqué par la gravité quantique, ce qui relierait la conscience à la structure même de l'espace-temps. C'est une hypothèse audacieuse et, il faut le dire, très controversée. La critique la plus forte vient précisément de la décohérence. En 2000, Max Tegmark, un physicien du MIT, a publié un article influent calculant les temps de décohérence pour les superpositions quantiques dans les microtubules, dans les conditions chaudes et humides du cerveau. Son résultat, environ 10 puissance moins 13 secondes, soit un 10 billionième de seconde. C'est environ 10 milliards de fois plus rapide que les échelles de temps pertinentes pour les processus neuronaux, qui sont de l'ordre de la milliseconde. En d'autres termes, selon Tegmark, la décohérence détruirait toute cohérence quantique dans les microtubules bien avant qu'elle ne puisse avoir le moindre effet sur le traitement neuronal. Hameroff et Penrose ont répondu à cette critique en suggérant que les microtubules pourraient avoir des mécanismes de protection contre la décohérence, analogues à ceux qui semblent exister en biologie quantique. Ils ont invoqué la possibilité d'un blindage quantique, où la structure des microtubules protégerait les superpositions des interactions environnementales. Mais cette hypothèse n'a pas été étayée par des preuves expérimentales convaincantes. Le débat continue et il illustre un point important. La décohérence est un outil puissant pour évaluer la plausibilité des théories quantiques de la conscience. Si une théorie requiert de la cohérence quantique à des échelles de temps incompatibles avec les taux de décohérence calculés, cette théorie fait face à un défi sérieux.
Cela ne signifie pas qu'elle est définitivement réfutée, car il pourrait y avoir des mécanismes de protection que nous ne comprenons pas encore, mais la charge de la preuve est lourde. Plus fondamentalement, le fait que la décohérence élimine la nécessité de faire appel à la conscience pour expliquer la transition quantique classique est, à mon avis, l'une des contributions philosophiques les plus importantes de cette théorie. Elle retire la conscience de son piédestal dans le processus de mesure quantique et la replace comme un phénomène naturel, certes extraordinaire et mal compris, mais pas nécessaire pour comprendre pourquoi le monde semble classique. Revenons maintenant à la décohérence dans son contexte le plus vaste, la cosmologie. L'univers lui-même est un système quantique, ou du moins, il a commencé comme tel. Selon notre meilleure compréhension de la cosmologie, l'univers primitif a traversé une phase d'inflation cosmique, une période d'expansion exponentiellement rapide dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Pendant l'inflation, de minuscules fluctuations quantiques, les inévitables frémissements du vide quantique, ont été étirés à des échelles cosmiques. Ces fluctuations, après l'inflation, sont devenues les germes des structures que nous observons dans l'univers aujourd'hui. Les galaxies, les amas de galaxies, les filaments cosmiques, le réseau complexe et magnifique de la structure à grande échelle de l'univers. Mais voici la question. Ces fluctuations étaient quantiques, des superpositions de différentes amplitudes et phases. Comment sont-elles devenues des perturbations classiques de densité, des régions plus denses et moins denses de l'univers primitif, à partir desquelles la gravité a pu former des structures? La réponse, vous l'avez peut-être deviné, implique la décohérence. Pendant et après l'inflation, les fluctuations quantiques ont interagi avec d'autres degrés de liberté, d'autres modes du champ quantique, créant des corrélations et provoquant la décohérence. Les superpositions quantiques de différentes configurations de densité se sont décohérées en un mélange classique de configurations définies. Chaque configuration classique est devenue la graine à partir de laquelle la structure cosmique a pu croître. C'est une idée vertigineuse. Les structures que nous observons dans le ciel nocturne, les galaxies, les étoiles, les planètes et ultimement nous-mêmes, sont les produits de fluctuations quantiques qui ont décohéré dans l'univers primitif. Nous sommes littéralement nés de la décohérence quantique cosmique. Et nous pouvons voir la trace de ce processus dans le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile du Big Bang. Le fond diffus cosmologique est une image de l'univers tel qu'il était environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu suffisamment froid pour que les atomes se forment et que la lumière puisse voyager librement. Les minuscules variations de température dans ce rayonnement, mesurées avec une précision extraordinaire par les satellites COBE, WMHP et Planck, correspondent exactement aux fluctuations que nous attendons de superpositions quantiques décohérées pendant l'inflation. Nous regardons littéralement les restes de fluctuations quantiques décohérées quand nous observons le fond diffus cosmologique. C'est l'un des liens les plus profonds et les plus élégants entre la physique quantique et la cosmologie, et il repose entièrement sur la décohérence. Mais la décohérence en cosmologie soulève aussi des questions difficiles. Dans le scénario standard, la décohérence se produit quand un système interagit avec un environnement extérieur. Mais l'univers, par définition, n'a pas d'environnement extérieur. Alors comment la décohérence peut-elle se produire pour l'univers dans son ensemble? La réponse est que
dans un système suffisamment complexe, différentes parties du système peuvent servir d'environnement les unes pour les autres. Les fluctuations quantiques, à une échelle de longueur donnée, peuvent décohérer en interagissant avec les fluctuations à d'autres échelles. Le système s'autodécohère, en quelque sorte. C'est un concept subtil et techniquement complexe, mais il est cohérent avec le cadre général de la décohérence et il a été développé rigoureusement par plusieurs groupes de chercheurs. Passons maintenant à l'une des frontières les plus excitantes de la physique actuelle, la décohérence gravitationnelle. L'une des plus grandes questions ouvertes en physique est la réconciliation de la mécanique quantique avec la relativité générale, la théorie de la gravité d'Einstein. Ces deux théories sont les piliers de la physique moderne et elles fonctionnent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs. Mais elles sont fondamentalement incompatibles. La mécanique quantique décrit un monde de superposition et de probabilité. La relativité générale décrit un monde de géométrie déterministe de l'espace-temps. Personne n'a encore réussi à les unifier de manière satisfaisante. Roger Penrose a proposé une idée intrigante. Et si la gravité était responsable de l'effondrement de la fonction d'onde? Selon Penrose, quand un objet est dans une superposition de deux positions différentes, il crée une superposition de deux géométries de l'espace-temps différentes. Cette superposition de géométrie est instable et elle s'effondre spontanément en un temps qui dépend de la différence d'énergie gravitationnelle entre les deux configurations. C'est ce qu'on appelle le modèle Diósi-Penrose, car une version similaire a été indépendamment proposée par le physicien hongrois Lajos Diósi. Le temps d'effondrement prédit par ce modèle est de l'ordre de h bar sur delta E, où delta E est la différence d'auto-énergie gravitationnelle entre les deux configurations de la superposition. Pour les objets microscopiques, ce temps est extrêmement long et les effets gravitationnels sont négligeables par rapport à la décohérence environnementale. Mais pour les objets suffisamment massifs et suffisamment bien isolés de la décohérence environnementale, les effets gravitationnels pourraient devenir dominants. C'est une prédiction testable et plusieurs groupes expérimentaux travaillent à la tester. L'idée est de créer une superposition quantique d'un objet suffisamment massif pour que l'effet gravitationnel soit détectable, tout en isolant suffisamment l'objet de la décohérence environnementale pour distinguer l'effet gravitationnel de la décohérence ordinaire. C'est un défi technique formidable, mais des progrès sont réalisés, notamment avec des expériences utilisant des nanoparticules piégées optiquement dans un vide poussé. Si la décohérence gravitationnelle est détectée, ce serait une découverte d'une importance capitale. Cela signifierait que la gravité joue un rôle actif dans la transition quantique classique, et cela fournirait un lien concret et expérimental entre la mécanique quantique et la gravité, un pont entre les deux piliers de la physique que nous cherchons désespérément depuis un siècle. Mais revenons un moment sur nos pas pour considérer ce que la décohérence ne fait pas, car ses limites sont aussi importantes que ses succès. La décohérence explique pourquoi le monde macroscopique apparaît classique. Elle explique pourquoi les motifs d'interférence disparaissent pour les gros objets. Elle explique pourquoi les chats ne sont jamais à la fois vivants et morts. Mais elle ne résout pas complètement le problème de la mesure. Plus précisément, la décohérence transforme une superposition quantique en un mélange classique, un système qui est soit ceci, soit cela. Mais elle ne dit pas pourquoi un résultat particulier est observé
plutôt qu'un autre. Pour utiliser une analogie simple, imaginez que vous avez une pièce de monnaie quantique en superposition de piles et faces. La décohérence la transforme en une situation classique où la pièce est soit pile, soit face, chacune avec une certaine probabilité. Mais elle ne dit pas pourquoi, dans une expérience particulière, vous obtenez pile plutôt que face. Le résultat semble toujours être fondamentalement aléatoire, et la source de cet aléatoire reste une question ouverte. C'est ici que les interprétations de la mécanique quantique réapparaissent. Dans l'interprétation des mondes multiples, la réponse est simple. Les deux résultats se produisent dans des branches différentes de l'univers. La décohérence explique pourquoi les branches ne se mélangent pas, pourquoi vous ne percevez qu'un seul résultat, mais les deux résultats sont réels. Dans l'interprétation de Copenhague, la décohérence explique pourquoi l'effondrement semble se produire, mais l'effondrement lui-même reste un postulat. Dans la mécanique bohmienne, la décohérence explique pourquoi les trajectoires des particules ne montrent pas de comportement quantique à grande échelle, mais la dynamique déterministe sous-jacente est toujours présente. La beauté de la décohérence est qu'elle est compatible avec toutes ces interprétations. C'est un résultat physique dérivé de la mécanique quantique standard, qui ne dépend pas de l'interprétation que vous préférez. Quelle que soit votre philosophie de la mécanique quantique, la décohérence est un fait. Elle se produit. Et elle explique l'émergence de la classicalité d'une manière que toutes les interprétations peuvent accepter. Mais cette compatibilité a un prix. La décohérence seule ne peut pas vous dire quelle interprétation est correcte. Le choix entre Copenhague, les mondes multiples, Bohm et les autres reste une question ouverte, peut-être une question qui ne peut pas être tranchée par l'expérience, ou peut-être que des expériences futures, peut-être celles qui testent la décohérence gravitationnelle, nous donneront de nouvelles données qui favorisent une interprétation par rapport aux autres. L'avenir le dira. Explorons maintenant un aspect de la décohérence qui est techniquement fascinant et conceptuellement riche. Peut-on inverser la décohérence? Si la décohérence n'est que la dispersion de l'information quantique dans l'environnement, et si l'information n'est pas véritablement perdue, mais simplement diluée, alors en principe, ne devrait-il pas être possible de la reconstituer? En principe, oui. L'équation de Schrödinger est unitaire, ce qui signifie qu'elle préserve l'information. L'évolution d'un système quantique fermé est réversible. Si vous connaissiez l'état exact de chaque particule de l'environnement, vous pourriez théoriquement inverser le processus et restaurer la superposition originale. Mais en pratique, c'est aussi impossible que de désassembler un château de sable à partir des vagues de l'océan. Cependant, dans des systèmes contrôlés, il est possible de réaliser des inversions partielles de la décohérence. L'exemple le plus connu est l'écho de spin, une technique utilisée en résonance magnétique nucléaire. Quand un ensemble de spins nucléaires précesse dans un champ magnétique, les inhomogénéités du champ font que différents spins précèdent à des vitesses légèrement différentes, ce qui détruit la cohérence de l'ensemble, un processus qui ressemble à la décohérence. Mais si vous appliquez une impulsion magnétique appropriée qui inverse le sens de précession, les spins se refocalisent et la cohérence est partiellement restaurée, comme si le temps avait été inversé pour les spins. L'écho de spin n'est pas une inversion parfaite de la décohérence, car il ne peut corriger que les inhomogénéités statiques du champ, pas les interactions aléatoires avec un véritable environnement fluctuant. Mais il démontre le principe.
Dans des conditions contrôlées, la décohérence peut être partiellement combattue. Un domaine où l'inversion de la décohérence est un objectif central et que nous avons déjà brièvement mentionné est la correction d'erreurs quantiques. Les codes de correction d'erreurs quantiques encodent l'information quantique de manière redondante à travers plusieurs qubits, de telle sorte que les erreurs induites par la décohérence peuvent être détectées et corrigées sans détruire l'information quantique encodée. C'est un exploit conceptuel et mathématique remarquable, et c'est la base théorique sur laquelle repose l'espoir de construire des ordinateurs quantiques tolérants aux fautes. L'une des approches les plus prometteuses est l'informatique quantique topologique, qui utilise des qubits dont l'information est encodée dans les propriétés topologiques du système, des propriétés qui sont intrinsèquement robustes face aux perturbations locales, y compris la décohérence. Des particules exotiques, appelées anions, qui n'existent qu'en 2 dimensions, pourraient fournir la base de tels qubits topologiques. Cette approche est encore largement théorique, mais elle représente l'une des voies les plus élégantes pour combattre la décohérence.